Alors, nous allons commencer le cours 62B en seconde, notamment le chapitre sur la maîtrise de la procréation, et nous allons simplement faire le bilan sur la maîtrise de la procréation. Avant d'entrer dans les explications détaillées, nous allons présenter quelques schémas explicatifs sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, puis vous allez essayer, si vous le souhaitez, de vérifier vos connaissances sur ce complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc ça, ce sera dans la troisième partie. Donc en fait, nous allons procéder en deux étapes. Première étape, je vous explique les choses sans que vous ayez le texte devant vous. Et dans une autre vidéo, je vais reprendre à peu près la même chose, mais cette fois-ci, vous aurez le texte devant vous, ce qui vous permettra de prendre le plan et puis de suivre les explications en prenant éventuellement quelques notes. Dans le cerveau, il y a ce que l'on appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, vous voyez sur la diapo, dans la partie explication lue et écrite, eh bien, vous allez voir un schéma du complexe hypothalamo-hypophysaire. Alors, le plan global, c'est que vous allez avoir donc un schéma, ou des schémas plutôt explicatifs dans les diapos 1 à 5, puis des explications détaillées pour les diapos 6 à 12, et vous allez tester vos connaissances, troisièmement, sur ce complexe hypothalamo-hypophysaire dans les diapos 13 à 17. Mais attention, je vous rappelle, il faut aller voir l'autre vidéo, le double de celle-ci en fait. Alors vous avez une zone de l'hypothalamus, que vous allez pouvoir repérer, une zone des capillaires sanguins entre l'hypothalamus et l'hypophyse, dans la tige pituitaire qui va relier l'hypothalamus à l'hypophyse. Vous allez avoir ensuite la zone de l'hypophyse avec la zone des capillaires sanguins vers la circulation générale. Alors, dans la zone de l'hypothalamus, vous avez des neurones hypothalamiques qui vont synthétiser et libérer une hormone, une neurohormone que l'on appelle GnRH, qui va passer dans les vaisseaux sanguins, donc au niveau de la tige pituitaire, qui possède des vaisseaux sanguins. Donc ce sont des capillaires sanguins. Et puis vous avez donc dans la zone de l'hypophyse des cellules à FSH ou LH, folliculo-stimulating hormone ou luteinizing hormone. Et enfin, vous avez donc ces hormones, ces deux hormones FSH et LH produites par l'hypophyse, qui vont être libérées dans la circulation générale, donc dans les capillaires sanguins, ensuite qui vont rejoindre la circulation générale. Donc vous avez bien ce complexe hypothalamo-hypophysaire qui possède donc l'hypothalamus et l'hypophyse antérieure. Il y a du sang entre les deux zones, donc des capillaires sanguins. Il y a tout simplement un réseau de capillaires sanguins. L'hypothalamus, lui, c'est un amas de neurones, c'est-à-dire des cellules nerveuses, qui vont faire des synapses sur des vaisseaux sanguins. Alors c'est un petit peu particulier. Là, il ne s'agit pas de synapses neuroniques ou neuromusculaires, mais de synapses qui mettent en jeu des vaisseaux sanguins. L'hypophyse antérieure, lui, il contient des cellules endocrines, c'est-à-dire qui vont produire des hormones, nos sécrétrices de LH et d'autres cellules, endocrines également, sécrétrices de FSH. Alors, entre ces neurones, donc entre l'hypothalamus et l'hypophyse, on a dit, il y a une circulation sanguine, c'est celle de la tige pituitaire. Et puis ensuite, à partir, donc au-delà de l'hypophyse, il y a une circulation sanguine générale. L'hypothalamus, on a dit, c'est un amas de cellules qui font des synapses sur des vaisseaux sanguins. L'hypophyse, on a dit, l'hypophyse antérieure, elle contient des cellules endocrines, sécrétrices de LH et d'autres sécrétrices de FSH. Tout ceci constitue ce que l'on appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire, alors on pourra dire CHH. On rappelle qu'entre l'hypothalamus et l'hypophyse, il y a une circulation sanguine générale de la tige pituitaire, et qu'au-delà de l'hypophyse, il y a la circulation générale. C'est-à-dire que l'hypophyse va déverser les deux hormones LH et FSH dans la circulation sanguine qui va rejoindre la circulation générale, c'est-à-dire l'ensemble du corps. Donc, je répète un petit peu les choses de manière à ce que vous compreniez bien
et surtout assimiliez bien ce que je vous dis. Alors, on a parlé donc dans l'hypothalamus de neurones hypothalamiques qui vont synthétiser une neurohormone à GnRH, on l'a dit, qui va passer dans les vaisseaux sanguins au niveau de la tige pituitaire, qui va rejoindre ensuite, grâce à des récepteurs spécifiques, des cellules de l'hypophyse qui vont produire à ce moment-là, donc il y a deux types de cellules en fait qui vont produire FSH ou LH, et FSH et LH vont rejoindre la circulation sanguine. Donc n'oubliez pas que là je me place devant un schéma explicatif que vous n'avez pas dans cette diapo, mais que vous allez avoir dans la diapo, dans une deuxième diapo, qui est à peu près le double de celle-ci. Alors, donc on a dit il y a des neurones hypothalamiques, et on va essayer de voir quel est le fonctionnement, de manière globale, quel est ce fonctionnement qui permet de relier ces neurones hypothalamiques à l'hypophyse. Alors on a l'hypothalamus, on a l'hypophyse antérieure, donc ceci constitue le complexe hypothalamo-hypophysaire, en reliant en deux la tige pituitaire qui contient évidemment les capillaires sanguins. Il y a également l'hypophyse postérieure, mais on ne s'en occupe pas. Bon, elle n'intervient pas dans ce cours. On a dit entre l'hypothalamus et l'hypophyse antérieure, la tige hypophysaire que l'on appelle également la tige pituitaire. Donc il y a à l'intérieur ce que l'on appelle un système porte hypophysaire. L'artère hypophysaire supérieure est contenue donc dans le système porte hypophysaire. Les neurones hypothalamiques contiennent des axones, donc axones de neurones hypothalamiques, donc c'est un prolongement du corps cellulaire. Il y a, pour X raisons, ce que l'on appelle des potentiels d'action des neurones hypothalamiques, donc sous forme de pulse. En fait, c'est un message nerveux. Bon, je ne vais pas expliquer ici ce que c'est qu'un potentiel d'action, mais considérez que c'est un signal, c'est un message nerveux qui va toucher les corps cellulaires, et à travers l'axone, eh bien, ces messages nerveux vont se propager. Il va y avoir, grâce à ce stimulus potentiel d'action, entre guillemets, donc une libération d'une neurohormone GnRH par les terminaisons axoniques des neurones hypophysaires. Donc il va y avoir des cellules sécrétrices de FSH au niveau de l'hypophyse et des cellules sécrétrices de LH au niveau de l'hypophyse également. Et libération de ces deux hormones LH et FSH dans la circulation générale. Donc voilà pour la présentation générale. Passons maintenant à l'explication. Donc je rappelle, c'est bien le bilan sur la maîtrise de la procréation. Donc ça veut dire que j'ai déjà fait d'autres cours. Reportez-vous à ces cours pour le détail complet. Les gonades, que l'on appelle ovaires et testicules, sont contrôlées par le complexe hypothalamo-hypophysaire que l'on peut appeler CHH. Ce CHH est composé de l'hypothalamus, qui est une partie du cerveau, et de l'hypophyse, qui est une petite glande reliée à l'hypothalamus par la tige pituitaire, dans laquelle se trouvent des vaisseaux sanguins sous forme de petits capillaires sanguins. En effet, le système porte hypothalamo-hypophysaire ou système porte hypophysaire est le système de vaisseaux sanguins qui relie dans le cerveau l'hypothalamus et l'antéhypophyse en passant par la tige pituitaire. Précisons donc la définition d'une hormone. Une hormone est une molécule qui est produite dans un premier organe. Elle passe dans le sang. Elle va se fixer sur un second organe au niveau de récepteurs cellulaires spécifiques. Spécifiques à l'hormone, bien entendu. Cet organe va réagir de manière spécifique également, en modifiant une partie de son métabolisme en réponse à la stimulation hormonale. L'hypothalamus produit une neurohormone que l'on appelle GnRH, synthétisée par les cellules nerveuses de cette partie du cerveau. Cette GnRH va passer dans le sang du système porte pour aller se fixer sur des récepteurs de l'antéhypophyse, alors stimulés, qui alors produira des hormones FSH et LH que l'on appelle des gonadostimulines. Alors gonadostimulines parce que ce sont des hormones qui vont stimuler
les gonades, c'est-à-dire testicules et ovaires. Alors il faut noter que GnRH, FSH et LH sont des hormones produites aussi bien chez l'homme que chez la femme. En revanche, les gonades ne produisent pas les mêmes hormones. FSH et LH hypophysaires vont à leur tour rejoindre le réseau sanguin de la circulation générale pour aller se fixer sur des récepteurs des gonades, lesquels sont alors stimulés pour produire des hormones œstrogène et progestérone chez la femme ou bien testostérone chez l'homme. FSH et LH, j'ai déjà dit, ces trois hormones vont à leur tour passer dans la circulation générale pour aller agir sur différents organes, dont les gonades elles-mêmes. Pour prendre un exemple d'action qui aura son importance dans le cadre de la contraception, une augmentation brusque de LH, que l'on appelle pic de LH, chez la femme, se produit vers le 14e jour du cycle ovarien, ce qui va déclencher l'ovulation. Cette libération de LH, produite par l'hypophyse, étant dépendante de la GnRH, produite par l'hypothalamus, nous comprenons bien que le fonctionnement des ovaires dépend du complexe hypothalamo-hypophysaire dans lequel intervient le cerveau. Il en est de même des testicules dont la production de testostérone dépend bien de ce CHH. La production des gamètes est aussi dépendante de ce CHH et des gonades et donc de leurs hormones respectives. En réalité, un véritable contrôle se met en place entre le CHH et les gonades grâce aux différentes hormones mises en jeu, GnRH, FSH, LH, œstrogène, progestérone et testostérone. Le cerveau lui-même reçoit des stimulus du milieu intérieur et du milieu extérieur, c'est-à-dire de l'environnement. Ainsi, le contrôle hormonal par le CHH permet aux gonades de fonctionner afin que les gamètes soient produites pour assurer une maîtrise de la procréation. Nous insisterons notamment sur ce pic de LH, sur lequel s'appuieront certaines méthodes contraceptives, la pilule par exemple, dont l'objectif visé par le couple est que la femme ne tombe pas enceinte. Véritable problème sociétal et éthique. Pour résumer, les gonades, donc ovaires, testicules, sont contrôlés par le complexe hypothalamo-hypophysaire, CHH. Stimulés par différents facteurs internes et externes, les neurones de l'hypothalamus vont biosynthétiser la neurohormone GnRH. GnRH va passer dans le sang du système porte hypophysaire et atteint la glande hypophysaire antérieure. Stimulées par GnRH, les cellules de l'hypophyse biosynthétisent les hormones FSH et LH, qui sont deux gonadostimulines. FSH et LH vont passer dans le sang de la circulation générale et atteindre les glandes, c'est-à-dire les gonades, ovaires et testicules. Chez la femme, les ovaires stimulés par FSH et LH réagissent en produisant les hormones œstrogène et progestérone. Grâce à la poussée folliculaire et à la phase lutéinique, le pic de LH induisant l'ovulation. Les méthodes contraceptives vont jouer sur ce facteur. Chez l'homme, les testicules stimulés par FSH et LH réagissent en produisant l'hormone testostérone entre les tubes séminifères par les cellules de Leydig qui vont la déverser dans le sang. Et en permettant la spermatogénèse grâce à la testostérone et aux cellules de Sertoli situées dans les tubes séminifères. Pour conclure, le fonctionnement des gonades, ovaires et testicules, est contrôlé par le complexe hypothalamo-hypophysaire, qui libère dans le sang des gonadostimulines FSH et LH, hormones stimulant le fonctionnement des gonades. Chez la femme, c'est un pic de LH qui est responsable de l'ovulation. Certaines contraceptions vont utiliser cette dernière propriété, notamment, par exemple, la pilule œstroprogestative. Deuxièmement, les différentes contraceptions hormonales, c'est-à-dire pour empêcher une fécondation, et contragestion,
IVG médicamenteuse ou chirurgicale. Alors ne pas confondre contraception et contragestion. La contraception, elle empêche la fécondation, tandis que la contragestion est une IVG, c'est-à-dire une interruption volontaire de grossesse, qui va stopper donc une grossesse. On parle d'avortement. Ces deux méthodes, donc contraception et contragestion, soulèvent des problèmes bioéthiques. La contraception a pour but d'empêcher la rencontre des gamètes pour éviter une fécondation et donc une grossesse. La pilule œstroprogestative, prise régulièrement, est une méthode de contraception hormonale qui perturbe le contrôle par le CHH. En effet, le maintien d'un taux constant supérieur à la normale des hormones ovariennes, œstrogène et progestérone inhibe le pic de LH et donc l'ovulation. Par conséquent, la fécondation n'est plus possible. La prise d'une telle pilule œstroprogestative, donc qui contient des œstrogènes et de la progestérone de synthèse, empêche la femme de tomber enceinte. À noter que le cycle de l'utérus, notamment en ce qui concerne la muqueuse utérine, dépend des hormones de synthèse contenues dans la pilule. Puisque les ovaires sont au repos, eh bien le cycle ovarien étant perturbé par ces mêmes hormones étrangères non produites par la gonade. Certaines pilules contraceptives ne contiennent que de la progestérone de synthèse. On parle de pilules progestatives. D'autres contraceptifs tels que les patchs, les implants, l'anneau vaginal existent en plus de la pilule. Ils contiennent des hormones de synthèse dont la structure ressemble à celle des hormones naturelles et qui agissent comme des leurres sur le CHH. Certains autres contraceptifs rendent difficile la progression des spermatozoïdes, d'autres empêchent le développement de la muqueuse utérine et donc rendent impossible une éventuelle nidation si la fécondation s'était tout de même produite. Dans le cadre d'une contraception d'urgence, certaines molécules médicamenteuses de synthèse peuvent être utilisées pour une IVG, interruption volontaire de grossesse, régie toutefois par la loi française et soulevant des problèmes bioéthiques. Pour conclure, la connaissance des effets des hormones naturelles permet de mettre au point des molécules synthétiques qui vont agir comme des leurres et permettent d'obtenir des effets contraceptifs très efficaces, c'est-à-dire qui empêchent la fécondation en faisant en sorte que les gamètes ne se rencontrent pas. Un mot sur la contragestion, c'est une méthode pour stopper une grossesse. On parle d'IVG qui est régie par la loi. La prise de la pilule du lendemain ou du surlendemain est encadrée par la loi. L'IVG médicamenteuse comprend la prise de 2 médicaments, à titre d'exemple indicatif, la mifepristone ou Ru 486 et le misoprostol. Une méthode d'IVG chirurgicale existe également. L'IVG pose des problèmes bioéthiques. Pour résumer, concernant les différentes contraceptions et contragestions hormonales, des hormones de synthèse progestatives sont utilisées pour interrompre une grossesse, on parle d'IVG, ou contraceptives, utilisées régulièrement pour éviter une fécondation, ou pour une contraception d'urgence pour éviter aussi une fécondation. Dans le cas de la contragestion, encadrée par la loi, l'IVG médicamenteuse comprend la prise de 2 médicaments, alors nous en avons déjà parlé, je répète, à titre d'exemple indicatif, puisque là je résume en fait. Donc le mifepristone ou Ru 486 et le misoprostol. Une méthode d'IVG chirurgicale existe également. L'IVG pose des problèmes bioéthiques. Dans le cas de la contraception, ces hormones de synthèse sont associées soit à la pilule combinée, qui va associer un œstrogène et un progestatif, soit à la pilule progestative, qui contient un progestatif seul. À titre d'exemple indicatif de méthode contraceptive, pour la pilule combinée, les hormones de synthèse peuvent être l'éthényl-œstradiol, qui est l'équivalent de l'œstrogène, associé à l'une des hormones de synthèse suivantes, équivalente à la progestérone, le norethystérone, pilule de première génération,
lévonorgestrel 2e génération, désogestrel 3e génération, drospirenone 4e génération. Pour la pilule, il y a mon chien qui gémit. Pour la pilule progestative, l'hormone de synthèse équivalent progestérone peut être le lévonorgestrel ou le désogestrel. Une contraception régulière tout au long des cycles ovariens et utérins chez la femme permet à la femme, grâce à ses hormones de synthèse, de ne pas tomber enceinte. En effet, dans la pilule, un taux adapté d'hormones de synthèse agit comme un leurre. Alors leurre, ça s'écrit L-E-U-2-R-E. Ce leurre concerne le fonctionnement du CHH qui, par l'intermédiaire d'hormones naturelles, GnRH, FSH, LH, commande le fonctionnement des gonades ovaires-testicules. Le contrôle hormonal par le CHH est ainsi modifié par les hormones de synthèse, empêchant les gonades de fonctionner correctement. Par exemple, chez la femme, le pic de LH responsable de l'ovulation n'existe plus, puisque les hormones de synthèse exercent elles-mêmes un contrôle sur le CHH, on parle de rétrocontrôle négatif. Autre effet que peut avoir une pilule, c'est celui de limiter le passage des spermatozoïdes à travers le col de l'utérus, donc l'aire cervicale dense par exemple, et donc interdisant le passage dans l'utérus via les trompes, là où se fait habituellement la fécondation, dans le tiers externe suite à l'ovulation. Les hormones de synthèse de la pilule peuvent aussi limiter le développement de la muqueuse utérine et donc empêcher une éventuelle nidation si la fécondation avait tout de même eu lieu. Chez l'homme, une pilule bloquant la production des spermatozoïdes est en cours d'étude. Elle pourrait agir sur le CHH également, puisque chez l'homme, comme chez la femme, il contrôle le fonctionnement hormonal des gonades, ce CHH. De même que la production des gamètes chez l'homme et poussée folliculaire chez la femme. Dans le cas de la contraception d'urgence, il existe une pilule du lendemain et une pilule du surlendemain. La pilule du lendemain, le lévonorgestrel équivalent progestérone, bloque ou retarde l'ovulation et empêche le passage des spermatozoïdes du vagin vers l'utérus. Il faut la prendre entre 0 et 72 heures après un rapport sexuel non protégé. La pilule du surlendemain, par exemple l'ulipristal acétal, bloque ou retarde l'ovulation, même si le pic de LH a déjà eu lieu. Il faut la prendre entre 72 et 120 heures après un rapport sexuel non protégé. Au-delà, si la fécondation s'est produite, alors on n'est plus dans le cadre de la contraception, mais dans celui de la contragestion, donc de l'IVG, interruption volontaire de grossesse. Outre les pilules, il existe d'autres méthodes contraceptives, donc c'est le cas des méthodes qui empêchent la rencontre des gamètes, donc la fécondation. On peut avoir une action de barrière physique, donc préservatif féminin, préservatif masculin. Ces deux méthodes empêchent la fécondation et protègent des IST, infections sexuellement transmissibles. Action hormonale également, le DIU à action hormonale, patch, enfin le patch, l'implant, l'anneau vaginal ou les pilules. L'action peut être locale, c'est le cas du DIU, donc c'est DIU signifie dispositif intra-utérin. Donc DIU à action locale. Quelques mots d'explication. Certaines de ces méthodes concernent l'homme et la femme. Alors chez la femme, d'abord prenons l'exemple du DIU, dispositif intra-utérin, action locale, DIU à action locale. Alors le dispositif intra-utérin est placé dans l'utérus. Localement, il perturbe la production de spermatozoïdes. De plus, la nidation n'est pas possible. Action hormonale, c'est le cas des DIU à action hormonale, patch, implant, anneau vaginal et pilule. A noter que le DIU à action hormonale libère de façon prolongée de la progestérone qui empêche le cycle normal de la muqueuse utérine. Chez l'homme et chez la femme, le préservatif masculin et le préservatif féminin constituent efficacement une barrière physique qui empêche la fécondation. Ce sont des moyens de contraception efficaces. Ils représentent également une barrière contre les agents responsables d'IST, infections sexuellement transmissibles.
par exemple le VIH, responsable du sida, l'hépatite B, l'herpès génital, le papillomavirus, la syphilis, la blénorragie, la chlamydiose, la trichomonase sont les plus importantes, il y en a 22 autres. Beaucoup d'IST sont en progression, les préservatifs sont les seuls moyens de contraception qui protègent contre ces IST. Pour conclure, chez la femme et chez l'homme, il existe plusieurs méthodes de contraception, dont les préservatifs qui protègent contre les IST. Quatrièmement, l'assistance médicale à la procréation, AMP, ou on dit aussi procréation médicalement assistée, on dit PMA. Certains couples ne parviennent pas à avoir des enfants, infertilité ou stérilité. Les raisons sont diverses, voir le cours 60B. Mais prenons tout de même un exemple. Soit il y a un problème d'infertilité de l'un des partenaires. Par exemple, les gonades, c'est-à-dire ovaires ou testicules, sont bien présentes, mais les gamètes, ovules et spermatozoïdes, ne sont pas produites. Alors, pas forcément les deux en même temps. L'infertilité, c'est la difficulté rencontrée par un couple pour concevoir un enfant, pendant une période de 12 à 24 mois de rapports sexuels sans contraception. Soit il y a un problème de stérilité de l'un des partenaires, par exemple les gonades sont absentes et donc il n'y a pas de gamètes. La stérilité, c'est l'impossibilité rencontrée par un couple pour concevoir un enfant, car l'un des partenaires est privé d'un organe ou d'une fonction nécessaire à la procréation. Ensuite, parlons des techniques d'assistance médicale à la procréation. Elles ont pour objectif d'aider le couple à avoir un enfant, qu'il soit stérile ou infertile. Alors pas l'enfant, évidemment, le couple. Troisièmement, les molécules de synthèse peuvent se substituer aux hormones naturelles. Il est possible de stimuler la production de gamètes et d'agir sur l'utérus pour faciliter la gestation. L'insémination artificielle peut faciliter une fécondation, tandis que la fécondation in vitro, suivie du transfert d'embryon, donc on parle de FIVET, F-I-V-E-T-E, permet de contourner l'obstacle. Alors, transfert d'embryon, c'est ICSI. Donc je répète, l'insémination artificielle peut faciliter une fécondation, tandis que la fécondation in vitro suivie du transfert d'embryon, donc FIVET et ICST, permet de contourner l'obstacle que constitue une obstruction des trompes utérines, par exemple. Le don de gamètes peut répondre à des situations de stérilité. La connaissance des hormones permet de favoriser la gestation et de stimuler la production des gamètes. L'insémination artificielle apporte des gamètes du conjoint ou d'un donneur. La FIV, FIV ou FIVET-ICSI, fécondation in vitro avec transfert d'embryon, peut se faire à partir d'un gamète du couple ou à partir d'un don de gamètes. Pour conclure, la connaissance du fonctionnement de l'appareil reproducteur, les progrès de la recherche et des techniques ont permis de développer divers procédés d'assistance médicale à la procréation dans le but de résoudre les problèmes d'infertilité rencontrés par certains couples. Alors, voilà pour les explications. Maintenant, reprenons les schémas que nous avons vus dans les premières diapos et essayez de répondre simplement aux questions. Que trouvez-vous d'important que l'on vient d'étudier dans le cerveau? Réponse, le complexe hypothalamo-hypophysaire. La zone de l'hypothalamus, essayez de vous souvenir. La zone des capillaires sanguins entre l'hypothalamus et l'hypophyse dans la tige pituitaire reliant l'hypothalamus. Donc, que contiennent ces deux zones? Zone de l'hypothalamus, zone des capillaires sanguins vers la circulation générale. Alors, vous avez un schéma sur la vidéo, sur la deuxième vidéo. Alors, dans la zone de l'hypothalamus, vous avez bien entendu, et c'est la réponse, des neurones hypothalamiques. Quel est leur rôle? Bien synthétiser et libérer de la GnRH, qui est une neurohormone. Donc cette GnRH va passer dans les vaisseaux sanguins du système porte
j'allais dire hépatique, hein, c'est pas le système porte hépatique, hein, c'est entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Mais il existe également un système porte hépatique. Mais bon, là, on est hors sujet. Alors, donc, vaisseau sanguin. Donc, la GnRH passe dans le vaisseau sanguin entre l'hypothalamus et l'hypophyse, et l'antéhypophyse. Et l'antéhypophyse, à ce moment-là, va se mettre à sécréter, à produire des cellules, de la FSH et de la LH. Donc, ce sont des cellules spécifiques, et FSH et LH qui vont passer dans le réseau sanguin de la circulation générale. Ensuite, le complexe hypothalamo-hypophysaire, hein, que je vous présente sur un schéma dans la deuxième vidéo. Donc vous avez l'hypothalamus, l'hypophyse antérieure, le sang entre les deux, les capillaires sanguins donc, qui constituent un réseau de capillaires sanguins. L'hypothalamus est un amas de neurones faisant des synapses sur des vaisseaux sanguins. L'hypophyse antérieure contient des cellules endocrines sécrétrices de LH et d'autres sécrétrices de FSH. Il y a toujours donc cette circulation sanguine de la tige pituitaire, la circulation sanguine générale, également après l'hypophyse. L'hypothalamus, je répète, est un amas de neurones faisant des synapses sur des vaisseaux sanguins. L'hypophyse antérieure, je répète, contient des cellules endocrines sécrétrices de LH et d'autres sécrétrices de FSH. Tout ceci constitue ce que l'on appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire. Toujours cette circulation sanguine de la tige pituitaire, la circulation sanguine générale après l'hypophyse. On a évidemment dans l'hypothalamus les neurones hypothalamiques qui vont synthétiser et libérer la GnRH qui va passer dans les vaisseaux sanguins, atteindre l'hypophyse qui va sécréter à ce moment-là grâce à des cellules spécifiques la FSH et la LH. Les neurones hypothalamiques et le fonctionnement de l'hypophyse, essayez de vous souvenir, donc on a l'hypothalamus, on a l'hypophyse antérieure, on a l'hypophyse postérieure qui ne nous intéresse pas pour l'instant. Entre les deux, on a la tige hypophysaire, tige pituitaire. Il y a donc à l'intérieur le système porte hypophysaire qui est un système de capillaires sanguins. On a l'artère hypophysaire supérieure qui va véhiculer évidemment les hormones. On a les neurones hypothalamiques qui ont des axones, donc ce sont les axones des neurones hypothalamiques qui vont recevoir des potentiels d'action et conduire des potentiels d'action sous forme de pulse en fait, potentiel d'action, donc je ne vous explique pas aujourd'hui ce que c'est. Il va y avoir libération de GnRH par les terminaisons axoniques des neurones hypophysaires. Et il va y avoir donc sécrétion de FSH par les cellules sécrétrices au niveau de l'hypophyse, sécrétion de LH par d'autres cellules de l'hypophyse, et libération de ces LH et FSH dans la circulation générale. Voilà, donc j'espère que vous avez à peu près compris. Donc ce cours 62B qui concernait le bilan sur la maîtrise de la procréation. Alors, ce n'est pas toujours simple à comprendre. Hein. Donc, je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo où je vais redire à peu près la même chose, mais vous aurez devant vous les schémas et les explications détaillées. Le cours est terminé. Merci. Non, ça, c'était pas la peine, ça.